Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Dominique Ongwen, ex-chef de la milice ougandais, l'armée de résistance du Seigneur, plaide non coupable. Accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, il est jugé depuis ce mardi à la Cour pénale internationale. Clôture ce mardi de la 3e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique au Sénégal. Quelles sont les conclusions de cette rencontre? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. Et puis en Libye, les djihadistes de Daesh perdent leur fief de Sirte. Les forces armées loyalistes au gouvernement d'union nationale annoncent avoir conquis la ville côtière. Mais tout d'abord, il va essayer une nouvelle fois de relancer le dialogue national burundais. Benjamin Kappa, le facilitateur de la crise burundaise, est attendu ce 7 décembre à Bujumbura pour une visite de 3 jours. L'ancien président tanzanien devrait s'entretenir avec le président Pierre Nkurunziza ce jeudi. Objectif, relancer un dialogue bloqué depuis la dernière session organisée en juillet 2016 à Arusha en Tanzanie pour sortir le Burundi de la crise dans laquelle il est plongé depuis fin avril 2015 suite à la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat. C'est un procès très attendu en Ouganda. Depuis ce mardi, Dominique Ongwen est jugé devant la Cour pénale internationale. Enlevé vers l'âge de 14 ans par les hommes de Joseph Kony, le chef de l'armée du Seigneur, l'enfant soldat, est ensuite devenu l'un des commandants de la redoutable Elera. Il est accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Gladys Mwamba, Corinne Comdem. L'Ougandais Dominique Ongwen plaide non coupable. Le procès inédit du premier enfant soldat s'est ouvert ce mardi 6 décembre 2016 devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. À 41 ans, Dominique Ongwen est l'un des chefs de l'armée de résistance du Seigneur. Arrêté en janvier 2016, il doit répondre de 70 chefs d'accusation des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis dans le nord de l'Ouganda entre 2002 et 2005. Au nom de Dieu, je nie toutes les accusations liées à la guerre dans le nord de l'Ouganda. Joseph Kony, fondateur de la LRA en 1987, est toujours en liberté en Ouganda. Contrairement aux quelques 9000 personnes ayant fui les rangs de la LRA, Dominique Ongwen a choisi de rester. Il aura enrôlé des combattants, notamment des enfants de 6 ans. Selon l'ONU, plus de 100 000 personnes auraient été victimes de violences de la LRA et plus de 60 000 enfants auraient été enlevés par la même milice entre 2002 et 2005. Et là, c'est vraiment un cas jurisprudentiel donc, qui sera posé devant la CPI qui va juger un enfant soldat qui a été recruté quand il partait à l'école à 10 ans, mais qui a été quand même commandant. Il faudra voir aujourd'hui l'accusé de plus de 70 chefs d'accusation. Donc, c'est un élément de défense, mais qui n'enlève pas effectivement les crimes qui sont nombreux, donc qu'il a commis en tant que commandant d'une brigade, commandant d'évaluation, donc de responsabilité individuelle, ça pourrait être pris en considération. On ne sait pas de quel degré. Dominique Ongwen doit également répondre d'accusations de mariage et de grossesse forcée. Les déclarations des représentants des 4109 victimes participant à l'affaire doivent se tenir ce mercredi 7 décembre. La suite du procès reprendra ensuite le 16 janvier 2017. Dakar, la capitale sénégalaise, a abrité les 5 et 6 décembre 2016 la 3e édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Ce forum informel a réuni des experts en sécurité, des acteurs mais aussi plusieurs chefs d'État. Quelles sont les conclusions de cette rencontre? On voit cela avec notre envoyé spécial Wendiam Valentin Compaoré. Fin du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, mutualisation des forces de défense et de sécurité, le partage d'expériences mais aussi d'informations, la formation, l'équipement des armées. Voici entre autres les conclusions issues de cette 3e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité tenue les 5 et 6 décembre 2016. Ces conclusions ont pour ambition de venir à bout des groupes terroristes. Et pour le Sénégal, pays hôte, l'urgence réside dans l'éducation des populations pour contrer l'extrémisme dans son aspect doctrinal. Malgré les divergences dans le monde musulman, puisque nous savons que c'est un monde divisé en groupes, en sunnites, en chiites, et au sein de chaque groupe, il y a des sous-groupes et des sous-groupes de sous-groupes, mais la réponse contre le radicalisme doit quand même être bien adressée pour tous ceux qui veulent lutter contre le radicalisme qui n'a rien à voir avec l'islam. En tout cas, l'islam que nous pratiquons dans ce pays est un islam modéré,
un islam de paix et de tolérance. Et j'ai invité nos chefs religieux, nos érudits à partager cette philosophie qui correspond à notre compréhension de l'islam afin que cette religion du juste milieu, cette religion de paix et de tolérance ne soit pas utilisée justement par des personnes assoiffées de pouvoir. Plus de 1500 personnes, selon les organisateurs, ont participé à cette rencontre de 2 jours à Dakar, au Sénégal. Et selon le président nigérien Muhammadu Buhari, dont le pays subit des attaques terroristes du groupe djihadiste Boko Haram depuis 2009, la triptyque sécurité, développement et démocratie est indissociable pour un monde de paix. Lorsque, pour une raison ou une autre, l'on tue des enfants dans leurs écoles, tuer des innocents en criant Allahu Akbar, c'est une contradiction. Aucune religion ne permet cela. Vous ne pouvez pas tuer et crier Allahu Akbar. C'est en cela que nous nous sommes engagés à éradiquer cette menace. Et les Nigériens ont vite compris l'enjeu. You can't kill people and say Allahu Akbar. Devenu un rendez-vous incontournable, ce 3e forum de Dakar s'achève selon les organisateurs sur une note d'espoir mais aussi d'engagement, parmi lesquels la nécessité de lutter contre le flux financier illicite, contrôler l'Internet qui, selon les spécialistes, est un terreau fertile de recrutement pour les groupes terroristes. Cette rencontre internationale de haut niveau a connu la présence de 3 chefs d'État dont le Nigérien Muhammadu Buhari, le Cap-Verdien José Carlos Fonseca, Macky Sall du Sénégal, mais aussi de nombreux chefs de gouvernement. C'est une victoire pour le gouvernement d'union nationale libyen. Les forces armées loyalistes annoncent avoir conquis la ville de Sirte des mains des djihadistes. Après plus de 6 mois d'offensive, la ville côtière est enfin libérée. Mélina Bokassa. Sirte, enfin aux mains de l'armée libyenne. Après 7 longs mois d'affrontements et des centaines de morts déplorées dans ses rangs, les forces loyalistes au gouvernement d'union nationale ont annoncé la reprise de la ville de Sirte ce lundi. Elles ont repris aux djihadistes de l'État islamique cette ville côtière du centre-nord de la Libye, hautement symbolique puisqu'il s'agit de l'ancien fief de Mouammar Kadhafi. Nos forces ont repris le contrôle total de Sirte. Elles ont constaté aujourd'hui un effondrement total des djihadistes. Des dizaines se sont rendus. Avec la victoire de Sirte, l'organisation terroriste ne contrôle désormais plus aucune ville libyenne. Mais ses combattants demeurent toutefois présents dans diverses régions du sud et de l'est du pays. Malheureusement pour la Libye, il y a des centaines de cellules dormantes qui, à un moment donné, va être ouverte, va être lancée des attaques comme des voitures piégées, comme des attentats, etc., etc. Donc, il ne faut pas crier victoire dès maintenant. Le gouvernement de consensus avait lancé le 5 mai 2016 une opération baptisée Al-Bunyan al-Marsous afin de libérer la ville de Sirte de l'emprise de Daesh. Les combattants de l'État islamique, estimés à environ 3000, auront finalement résisté plus de 7 longs mois à l'armée libyenne. La prise de Sirte à l'État islamique marque donc un tournant majeur dans l'équilibre du littoral libyen. Et s'il ne met pas fin à la présence de l'organisation djihadiste dans d'autres régions du pays, c'est tout de même une victoire militaire des forces libyennes sur l'organisation terroriste. Le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, présidera ce mercredi à Paris, en France, la conférence des partenaires du Burkina Faso pour le financement du plan national de développement économique et social. Cette conférence a pour but de mobiliser les 5 600 milliards francs CFA pour relancer l'économie burkinabé. Le PNDES table sur une croissance de 7,3% sur la période 2016-2020 et la création de 50 000 emplois par an. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.